Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours commenté. Donc le cours commenté du chapitre 7, vocabulaire astronomique sur Stellarium. Alors l'objectif de ce chapitre, c'est de comprendre le vocabulaire scientifique. Alors ce chapitre est là pour vous aider si vous avez regardé les simulations sur Stellarium, quelques-unes du moins, et là pour vous aider si vous comprenez pas grand chose au niveau des petites indications qui sont à gauche en haut de votre écran, et ben on va les décortiquer et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Enfin, je vais quand même, pardon, je vais quand même essayer de vous expliquer. Alors attention, hop, voilà, je passe la diapositive, voilà. Attention, ce chapitre est très compliqué, je vous conseille d'aller voir les autres chapitres sur le site si vous comprenez rien. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas, allez donc sur la page Facebook, le forum, ou bien sûr en commentaire de cette vidéo. Il y a aussi beaucoup de textes, j'ai pas pu faire autrement. Donc voilà, il y a du texte. Mais je vais vous lire, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, on va prendre un exemple. Donc, j'ai pris Quentin pour une étoile Vega. Donc, Vega de la constellation de la Lyre. Vous voyez, plein de petites indications. Ça, c'est ce que j'ai pris sur Stellarium. Donc, si vous êtes sur Stellarium, et si vous avez cliqué sur Vega, vous avez ça en haut de votre écran à gauche. Donc, ça, c'est séparé, hein, mais sinon, vous l'avez collé comme ça. Vous avez ça. Et bien, j'ai fléché avec le numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça numéro 4, ceci numéro 5, le numéro 6, le numéro 7, le 8 et enfin le 9. Alors pour le numéro 1, Vega Alpha Lyrae-IP 91262. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Vega, cela signifie tout simplement le nom de l'étoile en français, hein. C'est couramment, on l'appelle Vega ou Capella pour d'autres étoiles, ou Antares, ou Aldébaran, ou l'étoile polaire, etc. Alpha Lyrae, nom de l'étoile en grec. Donc Alpha, ça veut dire l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Beta, ça veut dire la seconde constellation la plus brillante de la constellation de la Lyre. Et Gamma, ça peut être la troisième la plus brillante de la constellation de la Lyre. Voilà. Et IP 91262, c'est tout simplement le nom de l'étoile en astronomie, donné par les scientifiques. Alors, numéro 2, magnitude 0,00, base virale 0,00. Euh, Base variable ou base virale, je sais plus ce que c'est. Alors, on sait maintenant grâce au chapitre précédent qu'une étoile produit sa propre lumière, tandis qu'une planète utilise les rayons du soleil pour produire sa propre lumière. On appelle donc la magnitude la luminosité d'un astre. On appelle donc, pardon, la magnitude la luminosité d'un astre. Plus elle est proche de moins l'infini, vous savez, de 8 à l'horizontale là, et plus l'étoile est brillante et vice versa. Exemple, le soleil, la magnitude du soleil est de moins 26,75. Il n'y a pas d'unité pour la magnitude. Vous voyez que le soleil est très brillant. C'est pour ça qu'il domine le ciel terrestre. Et c'est pour ça, pardon, et c'est pour ça que l'on voit plus lui dans la journée que les autres étoiles qui ont une magnitude beaucoup moins importante que le Soleil. Pour information, la Lune a une magnitude d'environ moins 12,5. Alors pourquoi elle a une magnitude aussi importante? Parce qu'elle est proche de nous. On serait sur Mars, on verrait qu'un petit point. Même pas, je suis même pas sûr qu'on verrait un petit point, mais on serait à une distance où on pourrait assez loin de la Terre, on verrait qu'un petit point comme une étoile classique. Alors, qu'est-ce que la magnitude absolue? Donc magnitude absolue 0,55 pour Vega. En astronomie, la magnitude absolue indique la luminosité intrinsèque d'un objet céleste, au contraire de la magnitude apparente qui dépend de la distance à l'astre et de l'extinction de la ligne de visée. Dans la ligne de visée. Pour un objet situé à l'extérieur du système solaire, elle est définie par la magnitude apparente qu'aurait cet astre s'il était placé à une distance de référence fixée à 10 parsecs. Alors 10 parsecs, c'est environ 32,6 années-lumière. Donc 1 parsec, si vous savez faire les conversions, c'est environ 3,2 années-lumière. En l'absence d'extinction interstellaire. Pour un corps du système solaire, il s'agit de la magnitude apparente qu'il aurait à une unité astronomique à la fois de la Terre et du Soleil, donc une unité, donc 150 millions de kilomètres, en supposant sa face visible totalement illuminée, c'est-à-dire sans phase, comme Vénus ou Mercure. Pour les météores ou étoiles filantes, il s'agit de leur magnitude apparente s'ils étaient observés à 100 km d'altitude au zénith. Au zénith, ça veut dire au point le plus haut dans le ciel. Le numéro 4, donc
Ascension droite et la déclinaison, donc jour 2000, 18h, 36 minutes, 56,3 secondes, slash, etc. Ça, c'est des coordonnées. Ensuite, l'ascension droite, la déclinaison de la date, 18h, 37 minutes, 22 secondes, plus des coordonnées. Alors, qu'est-ce que c'est l'ascension droite et la déclinaison? Alors, en astronomie, l'ascension droite notée A, alpha ou RA pour Right Ascension est un des deux termes associés au système de coordonnées équatoriales avec la déclinaison. Elle est l'équivalent sur la sphère céleste de la longitude terrestre. Vous savez ce que c'est la longitude, je pense. Tout comme la longitude d'un lieu mesure l'angle entre le méridien de ce lieu et un méridien de référence appelé aussi méridien principal, l'ascension droite d'un astre mesure l'angle calculé dans le sens direct entre le cercle horaire de cet astre et un cercle horaire de référence. De même que l'intersection entre le méridien de Greenwich et l'équateur sert de point d'origine pour la longitude terrestre, il existe un point d'origine pour l'ascension droite. Donc ce point il est appelé point vernal et il est noté G ou gamma, et un des deux points où l'équateur céleste et l'écliptique se croisent est le cercle horaire, passant par ce point est le cercle horaire de référence. Le passage du Soleil par ces deux points de croisement définit les deux équinoxes, été et automne. Le point vernal gamma correspond à l'équinoxe de Mars, donc le début du printemps dans l'hémisphère nord et de l'automne dans l'hémisphère sud. L'ascension droite se mesure toujours sur la forme d'un angle exprimé en heures, en H, minutes en thème, secondes en temps sidéral, une heure étant équivalent à 15 degrés. Donc voilà, là vous avez une image pour bien comprendre. Là vous avez le point vernal, ici, qui est de référence. La déclinaison, c'est la longitude. Et l'ascension droite, c'est la latitude avec le plan de l'écliptique, en petit cercle jaune. Le numéro 5, alors maintenant c'est l'angle horaire et la déclinaison, avec des valeurs géométriques, et l'angle horaire et la déclinaison en valeurs apparentes. Alors en astronomie, l'angle horaire d'un astre est défini comme la différence prise dans le sens direct entre le temps sidéral et son ascension droite. Autrement dit, c'est la portion d'arc d'équateur comprise entre le plan du cercle horaire, passant par l'astre, et le plan du méridien céleste. Cette expression provient de ce que les angles et les heures sont équivalents vu qu'une rotation terrestre, soit 360 degrés, correspond à 24 heures de temps sidéral. L'ascension droite peut aussi s'exprimer en degrés ou en heures, et de même, le temps sidéral peut aussi s'exprimer en degrés. L'ascension droite d'un astre ou d'un point du ciel étant l'arc d'équateur compris entre le point vernal et le cercle horaire passant par cet astre, et le temps sidéral étant l'ascension droite du méridien supérieur du lieu d'observation. La différence entre ces ascensions droites et l'angle horaire de l'astre dont il est question. Pour plus de précision, on peut dire qu'il s'agit du temps sidéral local du lieu au moment de l'observation. Je vous avais dit que c'était compliqué, hein. Donc l'angle horaire, c'est de ce côté-là, le pôle céleste, et après, ici, c'est voilà, l'angle horaire avec la déclinaison, qui est le point orange, une petite boule orange, avec des coordonnées nord et sud. Alors, numéro 6, l'azimut O en valeur géométrique et l'azimut O en valeur apparente. L'azimut anciennement orthographié azimut, graphie aujourd'hui incorrecte, est l'angle dans le plan horizontal entre la direction d'un objet et une direction de référence. Le terme est issu de l'espagnol azimut, qui signifie direction. Cette référence est le nord magnétique. L'azimut est mesuré depuis le nord en degrés de 0,000 degrés à 359 degrés dans le sens rétrograde, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, l'est est au 90 degrés, le sud à 180 degrés et l'ouest au 270e degré. En astronomie, dans le système de coordonnées horizontales, donc le système local, la direction d'un objet céleste peut être donnée par son azimut, l'angle horizontal mesuré depuis le nord géographique dans le sens des aiguilles d'une montre, et sa hauteur. En astronomie, on compte l'azimut à partir du sud. L'avantage est qu'au moment de son passage au méridien, l'azimut et l'angle horaire d'un astre sont tous deux nuls. En géodésie, on le compte à partir du nord. Géodésie, c'est sur Terre. Donc là, vous avez une pas très belle image. Donc là, c'est le point septentrional, le point méridional, l'observateur qui se situe au centre avec l'horizon. On prend 45 degrés à l'est et on trace un rayon vers le point septentrional, un autre rayon à 45 degrés à l'est. Je vous rappelle que si on est dans un cercle circonscrit, c'est-à-dire que le rayon qui est de l'observateur à 45 degrés à l'est est le même que de l'observateur au point septentrional, l'angle créé à 45 degrés à l'est ainsi que de l'observateur nous donne l'azimut de l'étoile en question. Alors, numéro 7, le type spectral, donc AOV var. Alors, var, ça veut dire variable, il me semble, hein. Je ne suis pas sûr.
Alors en astronomie, les étoiles présentent 4 caractéristiques principales: la température de surface, la gravité à la surface, la masse et la luminosité. Ces caractéristiques ne sont pas indépendantes les unes des autres et ne sont pas directement mesurables. Cependant, elles permettent d'associer un type spectral à chaque étoile. Les étoiles se présentent dans une variété de couleurs déterminées par leur température de surface. Les étoiles chaudes sont bleues, comme Rigel, tandis que les étoiles froides sont rouges, comme Bételgeuse. Dans un ordre croissant de température, une étoile sera rouge, orange, jaune, blanche, bleue et violette. Cet ordre peut sembler étrange car les humains associent souvent le rouge au chaud et le bleu au froid, mais la physique montre l'inverse. Plus un corps est chaud, plus les photons qui s'en échappent ont d'énergie et plus leur longueur d'onde est faible. Je vous rappelle qu'une étoile chaude a une longueur d'onde aux alentours de 400-500 nanomètres, qu'une étoile froide une longueur d'onde aux alentours de 800-700. Le Soleil aux alentours de 600 nanomètres. Donc, comparé à Rigel, le Soleil est une étoile froide. Il fait quand même 5000 degrés Celsius à la surface, et Rigel aux alentours de 10 000 degrés. A priori, les étoiles peuvent être classées selon leur température de surface en utilisant la loi de Wien. Alors la loi de Wien, c'est, je crois qu'on la voit dans le chapitre juste après, dans le chapitre 8, la loi de Wien. Mais ceci repose, sinon sinon je vous l'expliquerai dans le chapitre 8, si on ne la voit pas. Mais ceci pose quelques difficultés. Les caractéristiques spectrales permettent de classer les étoiles différemment en utilisant indirectement des informations qui concernent leur température ou leur gravité. En effet, les raies d'absorption présentes dans le spectre électromagnétique des étoiles ne peuvent être observées que dans une certaine gamme de température, car ce n'est que dans cette gamme que les niveaux énergétiques atomiques relatifs à ces raies sont peuplés. De même, la largeur des raies d'absorption dépend de la gravité à la surface de l'étoile et donc de sa luminosité. Alors ici vous avez les différentes classes spectrales. Voilà. Là vous avez le nom de certaines étoiles en astronomie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez, plus c'est bleu qui tend vers le violet, et plus c'est chaud, et vice versa pour le contraire. Ici les petites bandes noires, c'est les raies d'absorption, créées par les différents composants de l'étoile: hydrogène, hélium, ou encore carbone, etc., magnésium, voilà. Alors, donc là vous avez les classes O, B, A, F, G, K, M. Alors il y a je crois que c'est les, comment ils s'appellent, c'est les Écossais. Ils ont une phrase pour connaître par cœur l'ordre. Ils ont une phrase, alors je sais pas si on va la voir, mais ils ont une phrase qui permet de mémoriser cet ordre par cœur. Donc la classe O est la plus chaude, 25 000 Kelvin, après 10 000, 25 000 Kelvin, 7500, 6000, 7500, 5000, 6000, 3500, 5000, et moins de 3500. Donc la couleur est relative à la température: bleu, bleu blanche, blanc, jaune comme le soleil. Vous voyez, une température au-delà à peu près de 6000 Kelvin, soit à peu près 5700 degrés. Alors pour convertir de Kelvin en degrés Celsius, vous faites moins 270. Voilà. Ensuite jaune, orange et rouge. Donc les raies d'absorption: azote, carbone, hélium, oxygène, hélium, hydrogène, métaux, des fer, titane, calcium, strontium et magnésium. Les raies d'absorption du soleil, c'est calcium, hélium, hydrogène et certains métaux. Métaux et monoxyde de titane, et la même chose, métaux et monoxyde de titane. Donc là vous avez encore une fois la classification de Harvard représentée sur une échelle. La couleur indique pour chaque type spectral les qualificatifs et varie en intensité selon la luminosité de l'astre. Voilà, vous avez la même chose. Voilà, la même chose en haut, juste sur une bande. O, vous voyez que c'est que les étoiles O sont plus chaudes parce qu'elles tendent plus vers le violet. A, du type par exemple Sirius. A, ici vous avez Sirius, on peut mettre à peu près Sirius. Ici le Soleil, ici on peut mettre Bételgeuse ou Antares. Généralement les étoiles de classe M, c'est des étoiles de taille imposante, hein. Par exemple, imaginez le Soleil qui fait cette taille-là, M. Et ben les étoiles chaudes feront la taille O, hein. Imaginez par exemple, comme dans Célestia, hein, comme je vous ai expliqué, le Soleil fait la taille de l'étoile M, et bah Antares à côté de cette étoile M, qui serait par exemple le Soleil, elle ferait la taille de l'étoile O. Vous voyez, c'est assez important, puisque je vous rappelle qu'une étoile rouge produit beaucoup plus d'énergie. Une étoile froide produit plus d'énergie, c'est pour ça qu'elle est rouge, du fait qu'à l'approche de la mort. Et oui, comme par exemple Betelgeuse ou encore Aldébaran ou encore Antares, etc., etc., etc. Et c'est pour ça qu'elle tend vers le rouge et vers
vers le stade de géante rouge, qui est le stade de refroidissement et de la mort, malheureusement, de l'étoile. Donc ici vous avez O, B, A, F, G, K, M. Voilà la représentation de la classification de Harvard. Juste en dessous, qu'on avait juste la gamme ici qu'on avait vu, bah, vous avez la même, juste en dessous en boule. Voilà. Alors le numéro 8, la distance, donc 25,30 années-lumière. C'est tout simplement la distance Terre-Vega en unité, en années-lumière, pas en unité astronomique, pardon, en années-lumière. En unité astronomique, c'est pas la même chose. À la vitesse de la lumière, on mettrait 25 ans pour aller sur Vega, voir le chapitre précédent. Donc c'est pas 25 ans pour aller si, c'est 25 ans pour voir le chapitre précédent, c'était pour qui déjà c'était pour c'était pour qui Proxima du Centaure, voilà, je me rappelle. Proxima du Centaure, c'était 4,22 ans. La parallaxe, alors, donc la parallaxe, c'est l'incidence du changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet. En d'autres termes, la parallaxe est l'effet du changement de position de l'observateur sur ce qu'il perçoit. En astronomie, la parallaxe est l'angle sous lequel peut être vu depuis un astre une longueur de référence. Pour les astres du système solaire, c'est le rayon de la Terre qui a été choisi. Il s'agit de la parallaxe diurne. Pour les astres extérieurs du système solaire, la référence est le demi-grand axe de l'orbite terrestre, soit une unité astronomique. Il s'agit de la parallaxe annuelle. Alors, on fait les calculs de parallaxe dans le chapitre 11 sur l'astrométrie. J'en parle de la parallaxe. Si vous voulez en savoir plus, et sur les calculs de parallaxe, allez voir juste après le chapitre 11. Alors, pour faire des calculs de distance d'étoiles grâce à la méthode de la parallaxe, on utilise la parallaxe diurne en prenant comme référentiel le rayon de la Terre. Ça fait un angle. Là, c'est l'étoile ou la planète, avec au fond des étoiles lointaines. Et l'angle ici, c'est la parallaxe, divisé par la distance, divisé. Donc la parallaxe est donnée en milliards secondes, converti en arcs secondes, divisé par 3,26 qui est 1 parsec. 1 parsec c'est 3,26 années-lumière, divisé par en gros 3,26 années-lumière, on a la distance de l'étoile par rapport à la Terre. Et pour des objets hors système solaire, on utilise la parallaxe annuelle en prenant en référentiel le rayon entre la Terre et le Soleil. Voilà, tout simplement. Donc là, ça changera bien sûr les calculs, et c'est beaucoup moins précis qu'une parallaxe diurne. C'est pour ça que quand on veut faire la méthode de la parallaxe pour les objets, pour les étoiles dans le système solaire, ou proches de nous, on utilise plus simplement la parallaxe diurne, puisque c'est beaucoup plus précis, et quand on veut observer des étoiles qui sont hors du système solaire ou beaucoup plus loin, on utilise une autre méthode, je ne sais pas laquelle, mais d'autres méthodes astrométriques. Oh, pardon, je crache dans le micro. D'autres méthodes astrométriques. Euh, donc c'est une méthode un peu bâtard parce que ça marche que avec des étoiles proches de nous, si vous voulez. Voilà. Pour la méthode de la parallaxe. C'est pour ça que c'est une méthode qui est pas compliquée en calcul, ou sinon on utilise des méthodes qui sont beaucoup plus compliquées comme la méthode trigonométrique. Donc là je vous en parle même pas, cosinus, sinus, voilà, c'est assez compliqué. Alors, grand 2 pour une planète et pour un satellite naturel, Mars et la Lune. Alors, pour Mars, donc la magnitude absolue, l'ascension droite de déclinaison, l'angle horaire, l'azimut haut, l'écliptique géocentrique, hop date, l'obliquité, la distance et le diamètre apparent. Alors, qu'est-ce que l'écliptique géocentrique? D'un point de vue géocentrique, l'écliptique est le grand cercle sur le sphère céleste représentant la trajectoire annuelle du Soleil vue de la Terre. Du point de vue hélocentrique, il s'agit de l'intersection de la sphère céleste avec le plan écliptique, plan géométrique contenant l'orbite de la Terre autour du Soleil. L'obliquité, c'est l'inclinaison tout simplement de l'axe par rapport au plan de l'écliptique. L'obliquité de la Terre est de 23 degrés Celsius, il me semble. Voilà. Donc là, vous avez perpendiculaire à l'orbite, le plan de l'écliptique, la direction de l'orbite, l'équateur céleste, le pôle sud, le pôle nord. Je vous rappelle que Polaris se situe ici, c'est pour ça qu'on la voit toute l'année. L'axe de rotation et l'obliquité de la Terre est de environ 23 degrés. Le diamètre apparent ou diamètre angulaire, souvent associé à des mesures d'astre en astronomie, est l'angle sous lequel est vu un objet étant lié à un objet, exemple la Lune. Le diamètre apparent va être en fonction de la distance de la taille réelle de l'objet, mais surtout de sa forme. On peut relier cette notion, à celle d'angle solide ou d'angle tridimensionnel. Allez, on va se dépêcher un petit peu, j'ai pas envie de passer 3 heures. Grand 3, les nébuleuses et les galaxies Orion et Andromède. Donc là vous avez des valeurs, on a juste la taille en fait. Sinon ça tout ça, le type et la taille. Pareil, type et la taille. C'est la même chose.
Alors, le type d'une nébuleuse ou de la galaxie, c'est tout simplement la nature de la galaxie ou de la nébuleuse. L'exemple, nébuleuse d'Orion, même sa nature, c'est une nébuleuse, bien entendu. Nature d'une galaxie, sa nature, une galaxie. Voilà, j'ai compris. La taille. Tout simplement la taille de la galaxie ou la nébuleuse. Exemple, la Voie lactée, 26 100 années-lumière. Alors, mes sources Wikipédia pour les images et bien sûr Stellarium pour les images si. Et puis d'autres images, bien entendu. Alors, d'ici, vous avez un lien pour télécharger Stellarium gratuitement, si bien sûr vous le voulez. Et bien sûr, je vous le conseille parce que c'est un très bon site. Voilà, alors ce chapitre, bien sûr, il a été compliqué. J'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, à commenter, à me suivre. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde.